Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire du collectif PMAE organisé aujourd'hui sur la thématique des rapprochements et des fusions. Donc, pour rappel, ce collectif PMAE regroupe 6 acteurs qui interviennent sur les questions d'emploi dans le secteur associatif, à savoir la VISE, Quorum, le CNCRES, le mouvement associatif, le réseau national des maisons des associations et l'UDES. Donc ce webinaire est organisé en partenariat avec le magazine Juris Association qui nous permet de vous mettre à disposition un certain nombre de dossiers. Donc bienvenue à tous, je suis Jeanne Cornaille, chargée de mission dans l'équipe d'animation du dispositif local d'accompagnement et je travaille au sein de la VISE qui anime le dispositif local d'accompagnement au niveau national et qui est un centre de ressources pour l'économie sociale et solidaire. Alors cette thématique mutualisation, coopération, rapprochement, fusion, restructuration est une thématique voilà, qui est le quotidien aujourd'hui des petites et moyennes associations employeurs. Ce sont des notions relativement complexes à appréhender. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'était de vous permettre de donner les clés pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces différentes notions. Alors qu'ils soient issus d'injonctions des pouvoirs publics ou d'une démarche volontaire, les processus de rapprochement, de coopération, de fusion sont le quotidien aujourd'hui des structures. Alors ce matin, on a plusieurs objectifs. Comprendre mieux les objectifs recherchés et les avantages retirés des rapprochements. Vous donner aussi des éléments sur les différentes formes que peuvent prendre les rapprochements. Et puis aussi vous donner des facteurs clés de succès par rapport à ces processus-là. Et enfin, vous proposer un focus plus particulièrement sur ce que a impacté la loi ESS par rapport au cadre juridique des fusions notamment. Donc un webinaire qui est proposé en 3 parties. Une première partie sur la compréhension des rapprochements. Une deuxième partie plus spécifique sur la question des fusions, qui est une forme finalement de rapprochement. Et enfin, nous aurons en dernière partie un témoignage. Donc pour ce faire, nous aurons trois interventions. Une intervention de Flavie de Jorias, qui est chargée d'études au Centre de ressources d'ELA Environnement, ainsi que Marine Boyer, qui est chef de projet à Quorum. Et enfin, nous aurons le témoignage de Georges Martineau, qui est adjoint à la délégation générale pour la fédération Addiction. Sachez que si vous avez une question à poser aux intervenants durant le webinaire ou alors que vous rencontrez un problème technique, vous avez le module chat qui s'affiche en bas de votre écran et donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ce sera aussi un moyen pour nous de prendre en compte vos questions et d'essayer d'y répondre, sachant que nous avons trois séquences de questions-réponses qui sont prévues. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marine et à Flavie pour cette première partie sur la compréhension des rapprochements. Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, pour comprendre donc, ces rapprochements, je vous propose donc quelques éléments de définition. Alors, qu'est-ce que sont ces rapprochements? Donc, il y a d'une part la coopération et d'autre part la fusion. Alors, la coopération donc, repose sur un rapprochement entre plusieurs structures tout en maintenant leur indépendance statutaire et patrimoniale. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on coopère, on termine à plusieurs, tandis que la fusion correspond à la mise en commun des patrimoines de plusieurs associations qui aboutissent à la constitution d'un nouvel organisme. Donc, quand on fusionne, in fine, on termine seul. Alors, donc maintenant, on va passer aux motivations. Donc, les motivations. Alors, les motivations sont les moteurs des dynamiques de rapprochement. Lorsqu'on se lance dans une démarche de coopération, il faut bien les identifier. Donc, vous avez un schéma sur lequel vous voyez donc les motivations qui mènent à une coopération et les motivations qui mènent à une fusion. Alors, les raisons pour lesquelles les structures se rapprochent sont variées. Il ne faut surtout pas
les réduire aux seuls aspects économiques et financiers. Il est important de bien les identifier pour mieux appréhender donc, les modes de rapprochement. Alors, on peut choisir de se rapprocher pour s'adapter à l'environnement, donc c'est-à-dire s'adapter aux nouveaux enjeux sociaux, mieux répondre aux besoins des bénéficiaires ou encore améliorer la visibilité de l'offre sur son territoire. La question de la gouvernance aujourd'hui aussi et de la gestion des ressources humaines a souvent été mentionnée. Quand on fusionne ou quand on coopère avec une structure, c'est offrir aux salariés une évolution de carrière, leur permettre de s'ouvrir, de donner du sens commun, notamment dans le cadre de la coopération. Bien évidemment, dans le cas des fusions, la question de l'assise financière et de la consolidation du modèle économique est souvent évoquée. Et, et, donc, euh, et donc, enfin, donc, la coopération permet aussi de construire sa légitimité sur un territoire en portant, par exemple, comme nous allons voir par la suite, un lobbying en commun, en répondant de manière concertée à un appel à projet ou en étant force de proposition. Donc c'est également une manière de nouer des meilleures relations avec ses partenaires. Alors, quels sont les différents types donc de coopération? Il en existe 3. Donc le faire avec, qui est la forme la plus connue de la coopération, plus connue sous le nom de mutualisation. Le faire ensemble, qui est une manière de coopérer au niveau économique. Le faire corps, qui est de la coopération stratégique. Alors ces 3 types de coopération, on peut les mener de concert, hein, donc, elles ne sont pas, elles peuvent être menées ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la mutualisation? Donc l'objectif de la mutualisation, c'est de réaliser des économies d'échelle tout en gardant son indépendance juridique. Donc il s'agit du partage d'un lieu, de matériel, donc ça peut être partager une imprimante ou partager un bureau ou même un véhicule. Elle peut se formaliser aussi pour le partage de ressources humaines, donc 2 structures qui partagent un même salarié. Alors pour cela, il existe des véhicules qui permettent de salarier les ressources humaines via par exemple des groupements d'employeurs. Et enfin, on peut faire de la mutualisation financière, en mutualisant ces ressources par le biais de fonds de dotation, par exemple. Les avantages de mutualiser, c'est bien évidemment de faire des économies, et donc tout en gardant son indépendance. Toutefois, cela peut générer des coûts de coordination relativement importants. Donc le conseil en fait pour bien mutualiser, c'est de travailler la confiance avec ses partenaires, d'évaluer régulièrement ce qui peut être amélioré sur différents processus de mutualisation. Donc nous avons ensuite le faire ensemble, donc qui est de la coopération économique et qui est très répandue parmi les associations puisque elle consiste à porter un projet en commun. Donc souvent on coopère de cette manière-là lorsqu'on répond de manière concertée avec d'autres acteurs à un appel à projet ou à un appel d'offres. Donc elle permet de tester une activité, de dupliquer une activité, d'améliorer une offre de service existant sur le territoire. C'est concrètement une manière cette manière de coopérer nous permet de répondre à un appel à projet auquel on n'aurait pas pu répondre seul. Parmi les inconvénients qu'on a identifiés dans ce type de coopération, il s'avère qu'elle peut engendrer une forte dépendance de certaines structures de petite taille vis-à-vis des structures qui sont plus importantes. Et dans ce cas, il est très important d'identifier les rôles de chacune des parties prenantes et de travailler sur ces rôles au moment de la coopération. Et enfin, 3e type de coopération, le faire corps, ou ce qu'on a appelé la coopération stratégique. Donc il s'agit de faire du lobbying, porter d'une seule voix un projet de coopération. Donc ça permet de gagner en visibilité, de proposer une offre territoriale coordonnée donc avec l'ensemble des acteurs, donc porter d'une même voix un projet. Donc l'inconvénient identifié, c'est qu'elle peut susciter et réduire les capacités de représentation individuelle, pour les petites structures notamment. Et le risque identifié également, c'est de coopérer uniquement par effet de mode, et donc cela peut donner parfois le sentiment de coquille
Dans ce cas-là, ce qu'on conseille aux structures qui souhaitent se lancer sur ce type de coopération, c'est de rédiger un document de référence, comme on verra par la suite, comme une charte ou une convention de coopération. Maintenant, pour terminer cette petite partie, je vous propose de regarder les facteurs de réussite. Concrètement, donc on veut coopérer, mais comment est-ce qu'on se lance dans la coopération? Alors tout d'abord, pour coopérer, il faut s'impliquer dans un réseau, dans un ou plusieurs réseaux, rencontrer régulièrement des structures dans son environnement, donc par le biais de colloques sur des thématiques qui vous intéresseraient, et d'identifier des projets de coopération. Une fois qu'on a identifié ces projets et qu'on a lancé donc, notre coopération, il faut définir les rôles de chacune des parties prenantes. Alors, il y a différents cercles d'appartenance dans les coopérations. Vous avez donc le noyau dur dans lequel vous allez retrouver donc, les parties prenantes, donc les personnes qui se lancent dans ce projet de coopération. Autour de ce noyau gravitent les partenaires actifs à qui on peut sous-traiter une partie de la coopération. Par exemple, sous-traiter un projet. Et puis, vous avez donc des partenaires qui sont plus ponctuels, mais qui sont quand même associés au projet de coopération. Et donc, l'idée d'identifier ces cercles d'appartenance, c'est de bien définir les rôles, qui, du coup, seront formalisés dans une convention de partenariat. L'avantage de formaliser les projets de coopération dans un document, c'est de pouvoir revoir les motivations. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de coopérer? Et puis d'avoir un document qui nous permet de présenter notre projet à des partenaires, à des financeurs. Voilà. Et enfin, pour animer et coordonner le projet de coopération, il est important de nommer une personne pour animer la coopération, puisque une coopération, c'est un organisme vivant et ça se vit au quotidien. Dernier élément dont je voulais vous faire part, c'est les processus de regroupement donc, sont assez complexes. Pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par les DLA, donc les diagnostics locaux d'accompagnement, qui, eux, peuvent vous accompagner, soit de manière individuelle ou de manière collective. On en reviendra peut-être par la suite sur ce sujet. Donc, voilà pour ma part. Alors, donc du coup... Alors, on a une première question pour Fabie. Est-ce qu'une coopération mène forcément à une fusion? Alors, bien évidemment, non. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les motivations qui mènent à une coopération, les motivations qui mènent à une fusion ne sont pas les mêmes. Tout regroupement n'a pas vocation à coopérer, à fusionner. Souvent, la fusion, elle est motivée, par exemple, par le départ d'un des deux présidents. Et donc là, les deux structures qui coopéraient vont se mettre à fusionner. Donc parfois, effectivement, elle peut quand même mener à une fusion lorsqu'on a énormément coopéré. Donc la question se vient naturellement de passer à l'étape supérieure qui est la fusion. Mais bien évidemment, toute coopération ne mène pas à une fusion. Alors on nous demande un exemple de coopération stratégique. La coopération stratégique, ça peut être par exemple sur un territoire donné, se coordonner avec d'autres acteurs qui seront complémentaires à vous et avec lesquels vous allez donc écrire à votre... par exemple, ça peut être écrire à votre partenaire financier un courrier conjoint signé par toutes les parties prenantes. Donc ça, là, on est dans le cadre de la coopération du coup stratégique. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on va prendre encore une question? Sur la fiscalité entre les groupements et CEMAN, sur cet aspect-là.
Donc là, on sort un petit peu de la coopération telle qu'on l'a envisagée, là, donc telle qu'elle vous a été présentée, on est plutôt partie de coopération qu'on appelle qui sont fonctionnelles, hein, qui ne donnent pas lieu à une entité à part entière. Mais bien sûr, donc il y a des véhicules juridiques qui existent pour faciliter la coopération. Donc on a parlé des groupes employeurs, il y a les GCSMS aussi pour le médico-social. Et donc là, en termes de fiscalité, je pense que c'est pas tout à fait le propos et que ça pourrait donner lieu à un peu à d'autres, enfin, à quelque chose de plus précis. Je vous propose de passer à la partie 2. Alors, je le précise, on ne pourra pas traiter toutes les questions. En revanche, sachez qu'on a prévu de toutes bien les conserver et de les traiter pour celles qu'on n'a pas pu traiter ce matin. Voilà, par la suite, il y aura une foire aux questions qui sera disponible sur le site du collectif PME des Mardis de l'Emploi. Voilà, donc je laisse la parole à Marine pour la partie sur la fusion. Bonjour à tous. Donc pour aborder maintenant la question des fusions et notamment les types de fusions possibles, je vais évoquer avec vous 3 types de fusions, à savoir tout d'abord la fusion-absorption. Alors la fusion-absorption, ça consiste en fait dans la réunion de plusieurs associations en une seule, à travers la transmission du patrimoine d'une ou plusieurs associations, donc les absorber. Donc on transmet ce patrimoine à une autre qui devient l'absorbante. Donc dans cette configuration-là, l'association A disparaît, est absorbée par l'association B. Le but là, c'est de se regrouper autour d'une structure existante pour la rendre plus puissante, plus importante. Voilà donc le premier type de fusion. Deuxième type que nous vous proposons, c'est la fusion-création. Dans cette configuration, c'est plusieurs associations qui se réunissent en une seule à travers la création d'une nouvelle association. Donc là, on est sur une modalité différente. L'association A et l'association B à l'origine disparaissent pour en créer une nouvelle, l'association C. L'idée, là, le but, c'est de se rassembler pour créer une structure nouvelle et de permettre de renforcer les moyens, les pratiques pour consolider les projets. Souvent, les associations s'orientent vers ce genre, vers la création, pour justement un peu faire table rase du passé et partir sur une nouvelle base. Troisième forme de fusion, l'apport partiel d'actifs. Là, on est sur une modalité un petit peu différente. Si vous regardez le schéma, vous voyez que l'association A, en fait, va juste transmettre une partie de ses activités à l'association B. Donc, l'association B reprend une partie de l'activité, l'association A perdure, continue à exister en tant que telle. Le but du jeu, là, c'est de se recentrer sur une activité précise sans faire disparaître la structure apportante. Concernant maintenant le cycle de vie d'une fusion et quelques éléments, quelques points de vigilance concernant ce cycle de vie. Alors, nous avons fait le parallèle avec la vie de couple. Vous voyez sur cette diapositive que une fusion, ça peut s'apparenter effectivement à ce qu'on peut retrouver dans une rencontre amoureuse, à savoir une période de rencontre, de fiançailles, de mariage et de vie de couple, hein, sans que ce soit un dogme en tant que tel. Mais en tout cas, on peut repartir sur ces étapes-là. Notamment en se basant sur la première étape qui est la rencontre, où la rencontre, là, ça sera vraiment une étape fondatrice qui va permettre de poser un certain nombre de prérequis, notamment pourquoi on veut fusionner, est-ce que c'est le bon moment de fusionner. Cette étape, elle a souvent lieu entre soit les présidents des différentes associations, soit présidents et directions. Donc c'est vraiment un moment très en amont où on se pose les premières questions sur la volonté de se rapprocher. Viennent ensuite donc les fiançailles, qui marquent là vraiment le démarrage de la réflexion avec une amorce de réflexion sur le projet en commun, le projet associatif, étape très importante puisque c'est vraiment à ce moment-là, au moment des fiançailles, qu'on va consolider le projet et bien s'assurer qu'on part dans la bonne direction et qu'on a des projets en commun, un projet de vie de couple notamment en commun. Donc déjà à cette étape-là, commencer un petit peu à penser à l'après, à savoir comment on va s'organiser ensemble ensuite. Donc là, c'est organisé à travers un comité de pilotage entre les différentes structures, définir la future gouvernance, définir aussi l'organisation commune pour vivre en couple et sur les besoins qui vont naître, notamment en termes d'organisation, de montage financier, au niveau RH et en termes de qualification.
Vient ensuite le mariage, qui est là l'étape officielle, solennelle, où on concrétise en fait cette rencontre et on institue la création de cette nouvelle association ou l'absorption par l'autre association à travers une communauté de patrimoine. Donc cette étape, elle passe par la réalisation d'un traité de fusion que chaque assemblée générale extraordinaire devra adopter. Donc c'est à cette étape qu'il faut communiquer auprès de ses partenaires et de ses bénéficiaires. À cette étape, on attire votre attention sur la symbolique du nom de l'association, du logo, qui peut cristalliser un certain nombre d'attentes et de tensions auprès notamment des équipes qui, là, pour qui là, la fusion se concrétise. Donc vraiment, cette étape-là n'est pas du tout à sous-estimer. Et enfin, la vie de couple, qui peut avoir aussi, qui peut connaître quelques remous, puisque finalement, même si on a toujours très bien anticipé les choses, j'insiste bien sur cette notion d'anticipation, et pour anticiper, il faut se laisser du temps. Donc ces différentes étapes, elles prennent du temps. Mais la vie de couple, elle n'est pas toujours aussi facile que prévu. On peut observer des perturbations sur l'activité, notamment la première année, des départs de salariés, des personnes qui ne se retrouvent pas dans le projet. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent exister. Ne pas hésiter à se faire accompagner, notamment lors de la première année, pour adapter l'organisation par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc il peut y avoir quelques petites périodes de turbulence, mais aussi c'est l'occasion aussi de se mettre en route et de vivre au quotidien en commun ce projet de fusion. Je passe la parole à Flavie pour la prochaine étape sur la loi ESS. Oui, donc oui, un rapide coup d'œil sur ce que a amené la loi ESS donc, concernant les fusions. Effectivement, grâce à la loi ESS, elle a mis fin à un vide juridique en instituant un véritable régime des fusions, notamment en instaurant un calendrier très précis. Donc ainsi, au moins 2 mois avant la fusion, les associations doivent établir le projet de fusion. Donc concrètement, écrire le projet de fusion. C'est à ce moment-là qu'il faut invertir le CE et le CHSCT. Et également, donc si le montant des apports est supérieur à 1 550 000 euros, les associations doivent soumettre le projet de fusion à un commissaire aux apports. Ensuite, 30 jours minimum avant donc le jour J, qui est le jour où on va signer le traité de fusion, il va falloir donc publier le projet sous forme d'avis dans le journal officiel. Également, 30 jours minimum avant, il va falloir les associations ont le devoir d'informer les tiers, donc soit sur leur site internet, soit dans les locaux de l'association. Et donc avant de passer à l'étape de la fusion, il faudra que les organes qui vont délibérer sur le projet procèdent à l'examen qui sera établi par le commissaire aux apports. Et donc enfin, ce qu'a apporté la loi également, c'est donc les modalités de délibération de la fusion qui auparavant se faisaient au cours des AGE. Aujourd'hui, on délibère en fonction de ce qui est inscrit dans les statuts de la nouvelle association. Et donc la date d'effet également de la fusion peut avoir le jour du traité de fusion ou un jour ultérieur. C'est aussi ce qu'a apporté la loi. Voilà, donc, je vous invite j'anticipe une question qui nous a été posée justement sur la partie des fusions, puisque vous avez des traités de fusion qui sont disponibles sur le site de Solfia, qui est le site du CRDLA Financement, dans le cadre duquel nous avons fait cette étude sur les fusions. Donc voilà sur la loi ESS. Prochaine étape. Alors, pour conclure sur la partie sur les fusions, il faut savoir qu'il existe. La question qui s'est posée en préambule, c'était de savoir si est-ce que lorsqu'on fusionne, est-ce que 1 plus 1 égale 3? C'est-à-dire que est-ce que ça nous permet bien de faire des économies? En général, oui, globalement oui, mais il existe des coûts cachés importants lorsqu'on fusionne et qui sont très mal évalués. Comme les coûts de communication. Donc, on vous a dit que la communication était très importante, la création d'un nouveau logo par exemple. Il y a des coûts aussi qui sont liés au franchissement de seuil. Lorsqu'on dépasse 50 salariés, il va falloir qu'on crée un CE, un CHSCT, etc.
Il y a des coûts aussi qui sont liés à l'absentéisme, donc liés au départ enfin, certaines personnes ne vont pas se retrouver dans le projet de fusion et vont décider de partir. Il y a des coûts liés au financement, et dans lequel donc, du coup France Active peut parfois intervenir ou est amené à intervenir, avec une augmentation du besoin en fonds de roulement notamment, des coûts d'accompagnement, des coûts de déménagement. Hein. Quand on fusionne, souvent on est amené à aller dans un nouveau local, donc à s'agrandir et du coup à déménager, mais un bilan qui est toutefois plutôt positif. Et donc on passe maintenant à la partie sur les impacts d'une fusion sur le statut des salariés et les régimes de protection sociale. Donc, on va faire un petit focus particulier sur cet aspect-là. Premier point, donc, quand on traite une fusion, il va y avoir des conséquences, et notamment une des conséquences va être sur l'emploi. Quid de la gestion des postes en doublon dans deux structures qui fusionnent? S'il y a doublon de fonction support ou de direction, la question va vraiment se poser. Donc, être au clair sur les organigrammes dès la phase de fiançailles qu'on a évoqué tout à l'heure, et se poser la question de l'évolution des compétences également, sans parler de perte d'emploi, mais les compétences peuvent évoluer, étant donné que parfois des périmètres de fonctions, de services vont aussi être amenés à évoluer. Les personnes qui occupent les postes seront amenées aussi à acquérir de nouvelles compétences ou à opter pour d'autres missions. Donc là, il faut se poser la question de la gestion des carrières, et notamment aussi la question des fins de carrière, et commencer à anticiper sur les questions de recherche éventuelle de reclassement ou de formation pour accompagner les parcours professionnels et le développement des compétences. Autre aspect concernant plus particulièrement, là, cette fois, le statut individuel des salariés. Concrètement, la règle dans le cadre d'une fusion, c'est que le transfert des contrats de travail va vers le nouvel employeur. C'est l'article L1224.1 du Code du travail qui le prévoit. Donc, automatiquement, les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur. Toutefois, bien vérifier que tous les salariés bénéficient d'une place dans l'organisation, la nouvelle organisation. Inventorier aussi tous les avantages incorporés dans les contrats de travail qui sont transférés. Dans la phase de fiançailles, on fait un certain nombre d'audits. Il y a notamment un audit RH qui est assez lourd, assez conséquent à faire, où il faut, dans l'idéal, aller regarder ce que contiennent tous les contrats de travail des salariés et chiffrer les éventuels avantages qu'il y a dans ces contrats de travail. Réfléchir aussi aux soirs réservés à des dispositifs spécifiques comme les CET, le compte épargne-temps, les véhicules de fonction, ce genre de choses. Et puis donc du coup prévoir les ajustements à opérer pour la suite, et donc prévoir les avenants qui viendront compléter les contrats de travail. Donc il y a un lourd travail RH en amont à mener sur ces questions de fusion. Autre aspect, donc il y a les conséquences suite au franchissement de seuil, puisque en grandissant, les obligations seront différentes, notamment des obligations en termes de cotisation sociale qui seront différentes, mise en place des instances représentatives du personnel. Si vous passez à plus de 50, vous devez mettre en place un CE, un CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail. Les négociations triennales sur les parcours professionnels, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça va concerner les associations de plus de 300 salariés. Donc il y a quand même un certain nombre de conséquences au niveau des franchissements de seuil. Enfin, autre point sur le statut collectif des salariés. Il faut savoir qu'en cas de fusion, les conventions collectives, si elles sont différentes entre les deux structures, la convention collective et les accords collectifs de l'ancienne structure vont être mis en cause. Donc, pendant un délai de 15 mois, mais je vais y revenir un petit peu plus tard sur vraiment le focus prévoyance collective, pendant un délai de 15 mois, les dispositions conventionnelles subsistent, c'est un délai de survie, pendant lequel vous êtes amené à conclure un accord de substitution ou d'harmonisation. Si aucun accord n'est trouvé, les avantages individuels acquis persistent pour tous les salariés, ce qui crée des disparités et donc des difficultés de gestion ensuite au quotidien. Mais on va y revenir plus spécifiquement sur le cas de la protection sociale, puisque Coram étant une mutuelle de protection sociale complémentaire et notamment de prévoyance, on tenait à vous alerter sur ces points-là. Est-ce qu'on peut passer à la slide? Pardon.
Merci. Sur ces aspects-là, pour ce qui concerne le régime de prévoyance, par exemple, il faut savoir que pour le remettre en cause, dans le cas d'une fusion-absorption par exemple, il va falloir se poser la question de l'acte juridique qui a créé le régime de prévoyance dans la structure originelle, dans la structure qui a été absorbée. Donc il y a différents cas possibles que ce schéma vous synthétise, à savoir si l'acte qui a mis en place le régime de prévoyance était une convention collective ou un accord collectif, la mise en cause des engagements de l'ancien employeur est automatique à la date de la restructuration. Ça, c'est prévu par le Code du travail. Si c'est accord collectif ou convention collective, automatiquement, l'accord est mis en cause. Donc, cette mise en cause, elle est effective à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, sauf si votre convention collective prévoit quelque chose, enfin, si la convention collective prévoyait quelque chose de plus favorable. Et donc, à l'issue du préavis, la convention ou l'accord survit pendant 12 mois, période pendant laquelle la nouvelle négociation pour aboutir à un accord de substitution ou d'harmonisation doit aboutir. Il s'agit là de conclure donc, cet accord, et une fois que cet accord est conclu, les dispositifs, non, c'est toujours... pardon. Excusez-moi. Pendant la durée, une fois que cet accord est conclu, les dispositifs sont opposables à tous les salariés. Si aucun accord n'est conclu, on se retrouve toujours dans cette situation d'avantage individuel acquis, donc de disparité de traitement. Attention, possible requalification au niveau des URSSAF, qui ne sont pas très favorables aux disparités de traitement entre salariés. Si l'acte qui a mis en place le régime de prévoyance au sein de la structure absorbée était une décision unilatérale de l'employeur ou un référendum, là, il n'y a pas de caractère automatique de la dénonciation. Là, c'est vraiment le nouvel employeur qui devra engager, s'il le souhaite, une procédure spécifique pour dénoncer l'accord de prévoyance initial. Donc pour cela, il faut qu'il informe et consulte les représentants du personnel, il faut qu'il fasse une information individuelle écrite de chaque salarié concerné, à chaque salarié concerné, et qu'il respecte un délai de préavis suffisant, le suffisant étant laissé à l'appréciation de la jurisprudence et des juges. Donc là, il faut se référer à la jurisprudence pour savoir ce qu'on entend par délai suffisant. Donc, pour ces deux procédures-là, la procédure, elle est la même. Donc j'insiste bien sur le fait qu'effectivement, il peut y avoir disparité de traitement si les régimes de prévoyance ne sont pas harmonisés, s'il n'y a pas eu d'accord de substitution, ce qui peut créer donc du coup une inégalité de traitement et surtout éviter tout ce qui est a posteriori. Et je vous invite très fortement à vous rapprocher de votre conseiller en protection sociale et de votre organisme de protection sociale complémentaire pour anticiper au maximum tous ces aspects. Parce qu'il va falloir aussi renégocier le contrat d'assurance pour qu'il puisse couvrir l'ensemble des salariés dans la nouvelle structure. Donc vraiment, le conseil qu'on peut vous apporter, c'est faites appel à votre conseiller en protection sociale complémentaire. Idem au niveau des caisses de retraite, puisque les taux de cotisation peuvent aussi changer. Autre point rapide, on a vu là plutôt des aspects plutôt très gestionnaires. Il ne faut pas oublier que dans ces contextes, le climat social, les individus sont amenés à subir quelques petites perturbations et ne pas négliger l'importance de la prévention des risques psychosociaux dans ces contextes. Les risques psychosociaux étant définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Ceci étant dit, concrètement, ce qu'on observe dans les cas de fusion, c'est que la charge de travail augmente, notamment pour ceux qui mettent en place la fusion, les cadres de direction, mais pas que, les cadres intermédiaires également. Donc pendant 2 ans, ils sont soumis à une forte charge de travail. Le sentiment d'insécurité augmente aussi auprès des salariés qui n'ont pas toutes les informations sur la mise en œuvre, le processus, etc. Donc on peut observer un certain nombre de tensions, les signaux à observer. Les signaux à observer sont de différents ordres. On peut voir émerger des petits conflits, des tensions, des rumeurs, une baisse d'efficacité, une qualité de travail qui baisse, des accidents de travail, du retard, des absences. Tout ceci a un coût aussi également pour les régimes de prévoyance. Donc, être vigilant dans ces contextes aussi sur ce qui peut concerner la santé et le climat social.
Enfin, il n'y a pas que des aspects négatifs dans les fusions, c'est pas du tout ce sur quoi je voudrais conclure. En tout cas, une fusion permet aussi des perspectives d'évolution, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, plus larges pour les professionnels, des passerelles entre des établissements qui peuvent avoir des complémentarités à travailler ensemble, donc ça peut avoir des bénéfices aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. L'introduction à travers les représentants du personnel nouveau d'un nouveau dialogue social, d'un dialogue social renouvelé, et également une gouvernance renouvelée. Merci. Je vous propose de passer à la séquence de questions. Notamment, on a une question à savoir, est-ce qu'une fusion entre deux structures fragiles est une solution? Alors, deux structures fragiles ne donneront pas obligatoirement une structure plus forte. Mais par contre, le fait de se lancer dans un projet de fusion permet de re-questionner son projet, remobiliser donc ses partenaires et donc repartir sur des bases beaucoup plus fortes et donc de se renforcer. On nous demande aussi quel est le taux de réussite des fusions. Alors, je ne crois pas qu'il existe de taux de réussite en tant que tel. Par contre, il existe des conditions de réussite. On en a parlé, donc il faut respecter en fait toutes les étapes qu'on vous a exposées, de la rencontre à la vie de couple, en passant par les fiançailles et en prenant du temps surtout. C'est vrai qu'une fusion qui respecte le temps nécessaire à la construction du nouveau projet a de plus fortes chances d'aboutir positivement. Et parmi en tout cas les structures qu'on avait interviewées, 100% disaient quand même qu'au bout de 2-3 ans, ils avaient plutôt des retombées positives, notamment vis-à-vis de leurs partenaires. Donc un bilan plutôt positif quand on décide de fusionner dans de bonnes conditions. Et une deuxième question avant de passer au témoignage pour Marine, où se place la consultation des salariés dans le processus en fait? Alors c'est une question effectivement délicate. Peut-être que le témoignage nous éclairera aussi sur ce point-là. La consultation des salariés, elle sera obligatoire parce que c'est un changement majeur pour la structure. Donc, elle viendra au niveau de la phase des fiançailles. Si on se repère au schéma qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, elle vient en amont, c'est une information consultation du CE. Voire aussi du CHSCT si justement les conditions de travail sont fortement impactées. On vous encourage très fortement aussi à faire au maximum un audit préalable, une étude d'impact notamment de la nouvelle organisation. Voilà. Donc elle viendra plutôt dans la phase des fiançailles. Voilà. Merci. Écoutez, je vous remercie et je vous propose de passer à la dernière séquence de notre webinaire avec l'intervention de Georges Martineau. Merci beaucoup Marine et on va laisser la place. Bonjour à tous. Donc je vais essayer d'illustrer en fait tous les propos qui ont été tenus jusqu'à présent sur le processus d'une fusion. Donc je suis Georges Martineau, je suis adjoint à la déléguée générale de la Fédération Addiction. Donc la Fédération Addiction, c'est une jeune fédération qui est née d'une fusion. Aujourd'hui, pour vous présenter rapidement la structure, nous sommes 12 salariés. On a à peu près 200 adhérents, personnes morales, ça représente à peu près 700 établissements et services, et à peu près 400 adhérents, personnes physiques, qui sont des médecins, des pharmaciens et un certain nombre de professionnels qui adhèrent directement à notre fédération. On a des missions assez classiques, puisqu'on va beaucoup travailler sur la question des pratiques professionnelles. On va également travailler sur la formation des professionnels et on va avoir aussi un axe d'intervention sur l'élaboration des politiques publiques sur lesquelles on va essayer d'intervenir pour essayer de faire remonter la parole des professionnels. Alors, ce qui me semblait important, c'est de faire un petit rappel du contexte pour comprendre pourquoi, à un moment, il y a eu une fusion.
Donc les addictions, en fait, depuis 30 ans, étaient traitées de manière scindée. On avait d'un côté un travail autour de l'alcool, qui était donc une prise en charge plutôt médicale et plutôt prise en charge du côté sanitaire. Et puis, de l'autre côté, on avait tout ce qui concernait la prise en charge des drogues illicites, où là, c'était plutôt les acteurs associatifs, en fait, qui avaient cette prise en charge. Et à la fin des années 90, en fait, il y a eu un mouvement ici du terrain qui a amené à non plus avoir une approche par produit, mais une approche globale du comportement addictif. Donc cette approche en fait qui est une approche clinique issue du terrain s'est traduite par un certain nombre de textes réglementaires et par un plan addiction en fait qui prévoyait que les structures qui jusque-là étaient spécialisées devaient désormais avoir une approche globale des addictions, donc que ce soit pour l'alcool ou pour les drogues illicites. Au niveau national, il y avait donc deux têtes de réseau. On avait d'un côté l'ANITEA, qui était, on va dire, la tête de réseau des professionnels du secteur des addictions. Et de l'autre côté, on avait la F3A, qui était la tête de réseau des professionnels du champ de l'alcool. Et donc, logiquement, puisqu'il y avait ce mouvement en fait de rapprochement du champ alcool et toxicomanie pour prendre en charge de manière globale les addictions, ça nous semblait pertinent que ces deux têtes de réseau se rapprochent et essaient de travailler ensemble. Donc il y a eu un processus qui s'est fait en deux niveaux. Au niveau de nos adhérents d'abord, puisque c'est les premiers qui ont été impactés, qui dit nouveau concept dit nouvelle organisation, et donc on a réglementairement prévu la création d'un nouveau type d'établissement, qui était un établissement médico-social généraliste. Donc les adhérents qui jusque-là prenaient en charge soit l'alcool, soit la toxicomanie, se sont retrouvés à devoir exister en tant que nouvel établissement généraliste. Ça a nécessité une réorganisation importante au niveau des territoires, hein, puisqu'on avait parfois sur un même territoire une structure qui prenait en charge l'alcool et une structure qui prenait en charge la toxicomanie. Et bien, ces structures, on ne pouvait plus garder deux structures parce qu'elles devenaient de fait généralistes, et donc il y a eu un certain nombre de processus de fusion qui se sont mis en place. Fusion principalement, il y a eu quelques coopérations qui ont pu être mises en place, également quelques GCSMS, mais majoritairement c'est des fusions qui se sont mises en place, parfois dans une démarche volontaire et anticipée, mais souvent aussi par l'injonction en fait des autorités de régulation qui ont demandé aux acteurs du territoire de fusionner et parfois de le faire dans des temps très contraints. Alors nos adhérents ont pu, pour un certain nombre, en tout cas ceux qui avaient pu anticiper suffisamment le mouvement, se faire accompagner. On a parlé du DLA, c'est un exemple d'accompagnement qu'un certain nombre de nos adhérents ont choisi, mais parfois ils ont dû faire ces fusions dans des délais très courts, quelques mois pour certains. Ça a produit clairement une déstabilisation de l'organisation au niveau des territoires. Ça a été aussi compliqué parce qu'il a fallu s'adapter. On avait des adhérents qui avaient des organisations différentes, donc ils ont dû retravailler, reconstruire ensemble une organisation. Ils n'avaient pas toujours la même culture de travail, donc il a fallu aussi travailler sur cette culture de travail commune. Donc ça a été un mouvement assez compliqué au niveau des territoires. C'est un mouvement qui a été très fort de 2009 à 2011-2012 et qui continue aujourd'hui de manière moins forte, mais un certain nombre de nos adhérents continuent aujourd'hui à fusionner. En tout cas, ça a été un mouvement massif. Et donc au niveau national, nous avions deux têtes de réseau et ça nous semblait donc cohérent que ces deux têtes de réseau se rapprochent également pour être cohérents avec ce qui se passait sur le terrain avec nos adhérents.
Donc les modalités de fusion, la fusion de ces deux têtes de réseau qui étaient donc la NITEA d'un côté et la F3A de l'autre a duré à peu près 3 ans, de 2008 à 2011. Donc on a pris le temps de faire correctement ce travail, ce processus, dans un contexte qui était quand même assez complexe, hein, puisque nos administrateurs, nos adhérents n'étaient pas toujours d'accord entre eux sur un certain nombre de sujets de fond, que ce soit sur la prévention, la réduction des risques, le soin. Il y avait des débats, il a fallu tenir compte aussi de cette complexité. Et puis, on a dû également mener de front ce travail de rapprochement de ces deux têtes de réseau en parallèle d'un accompagnement de nos propres adhérents qui étaient eux-mêmes en train de fusionner. Donc, c'était pas toujours simple. Pour ça, on a fait le choix de recruter en fait une déléguée générale. En fait, c'est la NITEA qui a recruté à l'époque une déléguée générale qui avait du coup dans ses missions la mise en œuvre de ce processus de fusion. Et on a également fait le choix d'être accompagné par un tiers extérieur. En fait, ça nous semblait important d'avoir quelqu'un qui avait une certaine neutralité et qui n'était pas du coup empreint de cette histoire de ces deux têtes de réseau. On a fait le choix de commencer à travailler sur, on va dire, le socle, le cœur de métier de nos deux têtes de réseau qui était l'accompagnement des adhérents sur les pratiques professionnelles. Et donc, on a décidé de mettre en place des groupes de travail communs qui regroupaient du coup des professionnels de la NITEA et des professionnels de la F3A. Et on les a fait travailler ensemble sur un certain nombre de pratiques professionnelles. On a produit comme ça des guides, des documents support pour les professionnels. C'était une première étape qui était importante. Ça a permis vraiment de s'acculturer, de débattre, de se connaître. Et puis on a travaillé dans un second temps sur le socle, c'est-à-dire le projet associatif, puis les statuts. Donc pour ça, on a mis en place des groupes de travail constitués d'administrateurs. On a eu plusieurs débats sur des conseils d'administration communs pour petit à petit se mettre d'accord sur les valeurs, sur le sens, et puis traduire ça par des statuts. Et donc, voilà, c'était un processus qui arrivait dans un deuxième temps. Premier temps, un travail sur les pratiques professionnelles, un travail commun, et puis dans un deuxième temps, un travail sur le projet associatif, les valeurs et les statuts. On a souhaité qu'il y ait une implication forte de nos adhérents et de nos administrateurs. C'était important qu'il y ait une démarche participative, ce qui a permis de favoriser l'appropriation de cette fusion. On a fait le choix d'une fusion-création. On ne voulait pas qu'une des têtes de réseau absorbe l'autre, mais bien que de ces deux têtes de réseau naisse une nouvelle entité, qui est donc la Fédération Addiction. C'était important pour nous symboliquement que ce soit une création. Donc finalement, et ça a été dit tout à l'heure, le plus difficile dans tout ce processus, qui a duré donc quand même 3 ans, hein, ça a été finalement le choix du nom et le choix du logo. C'est là où ça a été finalement le plus de débats, de tensions, et on s'y attendait pas, mais voilà, tout le socle était établi, mais c'est là où il y a eu des crispations. On a quand même réussi à se mettre d'accord et à trouver un consensus, et donc au 1er janvier 2011, la Fédération Addiction est officiellement née après 3 ans de travail voilà, assez important, à la fois des salariés, puisque les salariés ont aussi été impliqués dans le processus, des administrateurs et des adhérents. Et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que la Fédération Addiction existe, et alors si on peut tirer un bilan, il est très positif. On a conservé et même renforcé nos adhérents. On a un nombre d'adhésions qui a augmenté depuis le processus de fusion. On a renforcé aussi l'équipe salariée. On est passé de 6 salariés à 12 salariés aujourd'hui. On a également renforcé la structuration des équipes.
Clairement, on a aussi amélioré notre offre de services aux adhérents. Le fait d'être plus nombreux, d'être mieux structuré, ça a permis d'offrir plus de services à nos adhérents. Et puis, on a pu du coup consolider notre présence, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et donc, après 5 ans d'existence, on a récemment remis à jour notre projet associatif et nos statuts. Donc voilà, on continue à les faire vivre 5 ans après la création de la Fédération Addiction. Voilà donc mon modeste témoignage sur un processus de fusion. Merci beaucoup. Alors, ce qui est effectivement intéressant aussi dans ce retour d'expérience, c'est qu'on a à la fois voilà, un retour sur les fusions, mais aussi au niveau local des processus de coopération, c'est-à-dire que des mouvements de rapprochement entre structures qui n'ont pas forcément mené à des fusions, c'est-à-dire c'est pas forcément nécessaire. Peut-être quelques illustrations sur ces rapprochements, coopérations au niveau territorial. Alors en fait, y a eu, comme je le disais, un mouvement très fort à un moment, donc, notamment entre 2009 et 2011, où il y a eu des injonctions assez fortes des autorités de régulation qui demandaient aux structures de fusionner. Donc ça, c'est une majorité des situations qu'on a retrouvées au niveau de nos adhérents sur les territoires. Parfois, nos adhérents ont eu un peu plus de temps et ont pu, du coup, mettre en œuvre d'autres types de coopération. Je pense notamment à des coopérations autour des questions de prévention, où on a pu avoir des structures qui ont non pas fusionné, mais qui ont créé des systèmes de coopération qui ont été formalisés par des conventions, par exemple. Voilà, c'était par exemple plusieurs structures départementales qui, pour avoir une offre régionale, décident de se regrouper, de regarder qu'est-ce qui fait sens commun, de mettre en commun des pratiques et qui ensuite sont en capacité d'avoir une offre plus globale. On a aussi quelques GCSMS qui se sont créés, relativement peu au final, mais voilà, quelques structures qui, pareil, avaient une dimension plutôt départementale et qui, pour pouvoir répondre à un certain nombre de projets régionaux, ont décidé de se regrouper et de formaliser ce regroupement par un GCSMS. Clairement, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand les structures avaient réellement pris le temps de préparer soit une fusion, soit un processus de coopération, on était plutôt dans des choses qui se sont relativement bien passées et qui ont produit des effets positifs. Par contre, quand on était plutôt sur des formes d'injonction et que c'était des processus de rapprochement qui n'étaient pas choisis, là, on était sur des choses qui étaient plus compliquées et qui ont mis beaucoup plus de temps au final à être digérées par les équipes et à produire des effets positifs. Donc parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre du temps en amont d'une fusion ou d'un processus de coopération que de le faire dans des temps contraints, parce que derrière, au final, c'est du temps qu'on va perdre sur de l'activité et avec des effets quand même négatifs qui sont ressentis. Peut-être un point clé aussi, je pense, à souligner dans votre intervention, l'importance aussi du tiers extérieur, c'est-à-dire d'être accompagné dans ces processus longs, complexes et aussi parfois très techniques. Quelques illustrations peut-être sur ces interventions extérieures. Alors nous, c'est vrai qu'on a fait le choix voilà, on avait une histoire assez forte, de 2 têtes de réseau avec une histoire assez forte, et ça nous semblait important de ne pas rester entre nous dans ce processus-là, mais d'avoir un tiers extérieur qui nous apporte une vision un peu neutre, qui nous renvoie aussi un certain nombre de questionnements. Ça a été très bénéfique au niveau du processus de fusion pour la Fédération Addiction. On a d'ailleurs fait le choix, quand on a revu nos statuts et notre projet associatif, de refaire appel à un tiers extérieur. Au niveau de nos adhérents, beaucoup ont fait appel au dispositif du DLA, en fait, pour aussi avoir cet accompagnement à la fois technique et aussi un accompagnement extérieur aux structures.
D'autres font le choix parce qu'ils ont une taille suffisante d'avoir plutôt un accompagnement en interne. Donc vous avez dans certaines grosses structures des cadres qui ont cette fonction d'accompagnement du processus de fusion. C'est plus rare, mais ça existe. Beaucoup ont fait soit le choix de le faire eux-mêmes, ou alors d'être accompagnés plutôt par des dispositifs type DLA, des consultants externes aussi qui connaissent bien le secteur médico-social et qui, du coup, ont pu les accompagner dans ce processus. D'accord, mais écoutez, je vous remercie. Il est temps pour nous de conclure. Il est 11h58. Je voulais, pour conclure, vous indiquer que on vous oriente sur le site du collectif PMAE sur un certain nombre de ressources. On a sélectionné quelques-unes là, mais sachez que pour aller plus loin, puisque voilà, c'est un sujet assez large et complexe, vous l'aurez compris, nous avons fait une sélection de ressources et notamment mis à disposition 4 dossiers juristes associations qui ont été élaborés sur ce thème-là. Donc je vous indique le site. Donc c'est www.emploi-asso.org pour aller plus loin sur ces sujets. Sachez aussi que l'an dernier, nous avions proposé un webinaire sur plus spécifiquement la mutualisation de l'emploi, donc les ressources de ce webinaire de l'an dernier sont toujours à disposition, la vidéo également. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Pour les questions qu'on n'aura pas pu traiter aujourd'hui, nous allons vous proposer une foire aux questions. Là aussi, toujours en ligne sur le site, ce qui permettra aussi de continuer les échanges ensuite. Je voulais remercier les intervenants, donc Flavie, Marine et Georges pour ces 3 interventions qui, je l'espère, vous ont permis de mieux appréhender cette thématique. Et voilà, je vous remercie. Vous étiez donc assez nombreux aujourd'hui, puisqu'on a compté 122 participants à ce webinaire. J'espère que le son était de qualité et que ça vous a permis vraiment d'avancer sur la question. Et je vous dis à bientôt et une très bonne journée.